Partagez la vidéo, mes frères. C'est un conseil pour tous les exilés africains qui ne savent pas comment faire, qui ont des problèmes avec leurs autorités, voilà, qui sont traqués, par exemple, maître, voilà, qui vivent. C'est un conseil, ça peut les aider. Partagez la vidéo, mes frères et sœurs. C'est pour l'Afrique. Parce que avant de faire la vidéo, voilà, j'ai pris contact avec l'une de mes amies qui est italienne, qui est une journaliste au sein de l'ONU. Je lui ai demandé conseil comment les gens qui vivent, voilà. Donc elle m'a filé certains docs, raison pour laquelle j'ai dit, bon, pourquoi ne pas partager ça avec mes frères ivoiriens et les autres Africains. Donc on va faire la vidéo pour les conseiller comment est-ce qu'ils doivent marcher pour, voilà, être protégés. Et avoir même la chance de venir en Europe, pourquoi pas. Donc c'est une vidéo. L'ad contrôle. Big up à toi mon frère. C'est l'Afrique qui gagne. Partagez la vidéo. C'est pour tous ceux qui sont en exil partout dans le monde, surtout dans les pays arabes, les noirs qui viennent de l'Afrique bien sûr. C'est pour eux que je fais cette vidéo. Pourquoi beaucoup ont la haine au fond de leur cœur? Tu viens à peine de venir, tu commences à m'insulter. Vraiment, je ne sais pas, mais bon, il faut te ressaisir, mon frère. Toi qui m'insultes, ressaisis-toi quand même. La chanson finie et nous commençons. Je pense que ça va être cool. Partagez la vidéo, partagez-la. Ils vont nous suivre. En même temps, c'est un conseil qui concerne tout le monde. Si ça ne te concerne pas, ça peut concerner ton petit frère, ou bien ton cousin, ton neveu, voilà, ou bien un membre de ton village, ou bien un voisin. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est une stratégie pour ceux qui ne vivent pas dans leur pays, qui sont dans les pays arabes, qui souffrent, qui, voilà, souvent on ignore certaines choses. Or pourtant, ça peut nous arranger. Gino, bien, pourquoi pas, j'ai mis mon nom, non? Ok, bonjour et bonsoir à tous et à toutes. C'est encore l'incontournable guerre complet, l'homme qui vient devant la caméra pour toujours dévoiler ce qui est caché, pour mettre ça au grand jour. Alors, nous voyons aujourd'hui de nos jours
nos frères et sœurs africains et africaines souffrent, surtout dans les pays arabes, mais malheureusement, nous avons des gouvernements badauds qui ne s'occupent pas de nous, voilà, qui n'ont rien à foutre. Des gens qui regardent seulement leur poche, leurs propres intérêts, mais ils s'en foutent du peuple. Malheureusement, ce qui est encore pitoyable et pitié, c'est que le peuple noir n'a pas encore compris et nous continuons toujours à se battre à cause des individus politiques, dits leaders politiques. Et c'est malheureux de la part de l'homme noir. Alors, aujourd'hui, je suis rentré en contact avec une journaliste que je connais bien au moment où j'étais en Italie. C'est une Italienne, bien sûr. Elle et moi, il y a une amitié très forte entre elle et moi. Je lui ai demandé des conseils. Elle travaille au sein de l'ONU. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut aider nos frères qui sont dans les pays arabes? Comment? Ils n'ont pas de documents et tout ça. Là. Comment est-ce qu'on peut les aider? Elle m'a conseillé ceci. Et c'est ce que je viens vous transmettre. Par exemple, il y a des Ivoiriens qui sont au Maroc, qui se plaignent que l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc ne leur donne pas des documents pour pouvoir circuler librement. Voilà, donc cet ambassadeur, il ne fait pas son boulot. Et quand on l'interpelle, il pense que ce sont les menaces. Alors, c'est eux qui appellent le gouvernement ivoirien pour pouvoir extrader les gens. Voilà, extrader les gens du Maroc vers la Côte d'Ivoire. Et c'est malheureux. Nous ne pouvons pas suivre ces gens de personnes parce qu'on pense qu'au 21e siècle, ils n'ont pas encore pris conscience des gens qui luttent pour leur propre bouche, qui ne s'intéressent pas à leur population. Alors, cette journaliste m'a dit ceci. Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, Africaines, vous qui vivez au Maroc, en Algérie, en Tunisie, malheureusement, en Libye, ce n'est plus un pays de droit, donc c'est un pays de banditisme, c'est un pays de rebelles. Donc pour ceux qui vivent en Libye, bon, je suis désolé, mais ceux qui vivent dans ces trois pays, Maroc, Algérie, Tunisie, et même, pourquoi pas, l'Égypte, alors vous qui résidez là-bas sans document, vous qui êtes là-bas sans laisser passer de vos ambassadeurs, voilà, vous pouvez aller directement auprès de l'autorité du pays où vous résidez. Par exemple, les Ivoiriens et les Africains qui vivent sur le territoire marocain, ils peuvent demander asile auprès de l'autorité marocaine. D'autres vont me dire, mais oui, vous pouvez demander asile. Dès lors que tu demandes asile, et que ton pays veut te traquer pour t'extrader, et que tu as des bonnes preuves de ton asile que tu demandes, et que l'autorité marocaine voit réellement que, voilà, une fois dans ton pays, ta vie est en danger, l'autorité marocaine va te donner l'asile. Mais cet asile qu'ils vont te donner, ce ne sont pas les documents marocains qu'ils vont te donner, mais ils vont te donner les documents de l'ONU. Alors ces documents seront reconnus sur le plan international. C'est-à-dire ces documents peuvent te permettre de voyager partout où tu veux, mais sauf ton pays. Tu ne peux pas aller dans ton pays. Ces documents t'empêchent d'aller dans ton pays. Le jour où tu vas utiliser ces documents pour mettre tes deux pieds au pays, c'est que tes documents sont gâtés. Et même ton pays, ton gouvernement est capable de te mettre en prison parce que tu as demandé asile au nom de ton gouvernement. Parce que quand tu demandes l'asile, soit je vais vous filer les docs. Dans quel intérêt est-ce qu'on peut demander l'asile? Soit tu as un problème politique. Ta vie est menacée par le gouvernement de ton pays d'où tu viens. Par exemple, maître au Maroc, sa vie est menacée actuellement par le gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, il peut dire qu'il a un problème politique. Il a un problème avec le gouvernement. Et il y a des preuves. C'est-à-dire, tout appel qu'il va recevoir comme menace, qu'il enregistrera immédiatement. Quand on l'appelle et que quelqu'un met un numéro inconnu qui le menace, il n'a qu'à enregistrer tous ses appels. Comme s'il reçoit une convocation de la part de l'ambassadeur ou bien de la part de l'autorité marocaine, il n'a qu'à garder ça comme des pièces maîtresses pour dire, voilà, ils l'ont convoqué tel jour. Et les dates qu'on le convoque, dans n'importe quel commissariat au Maroc, il doit mémoriser ces dates. Il ne doit pas rejeter ça. Parce que quand il part demander l'asile, il faut des preuves. Est-ce que tu as été déjà convoqué quelque part? Oui.
quel jour, tel jour, ou quel commissariat, tel commissariat. Ils vont aller vérifier réellement s'il y a ton nom, le jour, l'heure. Ah oui, ils vont vérifier si vraiment ton nom figure. Pour dire, voilà, vraiment, le monsieur, il avait été convoqué dans ce commissariat. On voit que son nom figure. Voilà la convocation qu'il a reçue de la part de temps. On l'avait convoqué. Pourquoi? C'est l'autorité de son pays qui l'avait convoqué. Parce que on lui reproche tant. Or, ce monsieur, il est innocent. Alors, voilà des preuves qui peuvent te permettre d'avoir ton asile. Donc, quand vous demandez l'asile auprès de l'autorité marocaine, n'importe quel commissariat marocain que vous allez trouver, vous qui résidez au Maroc, si l'ambassadeur de Côte d'Ivoire il refuse de donner des documents aux Ivoiriens qui sont au Maroc, toi Camerounais, si ton ambassade refuse de te donner des documents, toi Sénégalais, toi Malien, toi Burkinabé, n'importe quel pays africain qui puisse exister, qui ont leur ressortissant au Maroc, ces gens-là, je leur demande immédiatement de réunir toutes les preuves, c'est-à-dire avant d'aller demander l'asile, il faut avoir un document qui prouve ton identité réelle. Si tu as un document, si tu as un passeport et que tu es ivoirien, tu montres ton passeport ivoirien pour dire tu es un ivoirien. Pourquoi est-ce que tu demandes l'asile? Tu as quel problème en Côte d'Ivoire là-bas? Quel est ton problème en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu demandes asile au Maroc? Est-ce que si tu repars en Côte d'Ivoire, ta vie sera menacée ou bien ta vie est menacée là-bas? Il faut leur prouver A plus B que réellement ta vie est menacée en Côte d'Ivoire. Qui menace ta vie? Soit c'est Alassane Ouattara, soit c'est Ouattao, soit ce sont les pro-Gbagbo qui te menacent, voilà, qui sont là-bas, soit c'est le gouvernement ivoirien qui te menace, soit c'est un problème amical, voilà, tes amis, ils sont là, tu as fait quelque chose, ils veulent coûte et coûte ta vie, ils veulent ta peau. Donc tu as fui le pays pour venir. Voilà, ça ce sont des arguments. Est-ce que tu peux les prouver? Oui. Est-ce que tu as des témoins? Oui. Ok, s'il y a des vidéos, il y a des photos, tu les montres. Tu les montres pour dire, voici ceci, cela. S'il y a aussi des audios sans vidéo, tu montres, tu les fais écouter. Ils vont écouter réellement. Ils vont analyser la voix si c'est réellement toi qui ne parle pas dans la vidéo ou bien si c'est quelqu'un qui t'a appelé pour te menacer. Ou bien si tu as reçu des menaces à travers ton Facebook, voilà, quelqu'un t'écrit en inbox, il te menace, tu fais capture d'écran, tu gardes le message. Voilà, d'où est sorti ce message, parce que eux, ils ont des machines, ils vont taper le nom de la personne, c'est dans quel appareil la menace est quittée. Est-ce que c'est en Afrique ou bien c'est dans le même pays où tu résides, ils vont détecter d'où vient cette menace. Et si c'est dans ton pays, ils vont dire, ok, ça vraiment, on prend ça au sérieux. Ils vont t'accorder l'asile. Et une fois l'asile accordé, ce papier, si tu veux venir en Europe, tu viens en Europe. Et la carte de séjour qu'ils vont te donner, quand tu vas demander l'asile, ils vont te donner une carte de séjour. Et donc, cette carte de séjour va vous permettre, va vous aider, même si tu n'es pas venu par avion, et que tu sautes aux clôtures, grillages, et que tu as cette carte de séjour, quand tu viens en Europe, tu n'as plus besoin de demander asile pour rester dans le centre de réfugiés, non. Tu viens, tu dis, tu avais déjà fait la demande d'asile au Maroc, tu as déjà obtenu des documents de l'ONU. Donc, n'importe quel pays européen où tu vas aller, tu leur montres ce document, ils vont faire l'échange de ces documents. Eux, ils vont prendre le séjour que le Maroc va te donner là-bas au Maroc. Eux, maintenant, ils vont te donner un autre séjour qui va te permettre de circuler partout dans l'Union européenne. Tout comme les Européens, c'est-à-dire les Africains qui vivent ici en Europe, si tu as une carte de séjour d'un pays européen, si tu pars par exemple au Canada et que tu veux résider au Canada, tu peux changer ta carte de séjour en une carte de séjour canadienne. Ou bien si c'est en Amérique, tu peux faire l'échange. C'est comme ça que ça se passe. Et les Congolais, RDC Congo, eux, ils demandent d'abord l'asile en Afrique du Sud. Et donc, ils ont les papiers sud-africains. Quand ils viennent, on leur donne la carte de séjour de l'asile qu'ils ont demandé là-bas. Et donc, quand ils débarquent en Belgique, eux, non, ils ne perdent plus leur temps dans les centres. On leur donne automatiquement un autre séjour belge. Donc, ils sont différents des autres. Ils ne vont plus encore te dire, amène des preuves, non. Tu avais déjà fourni des preuves, la preuve est là, tu as demandé l'asile là-bas, ils t'ont donné. C'est parce que tu avais des preuves concrètes qui t'ont accordé l'asile depuis là où tu es quitté. Donc quand tu viens, ils n'ont plus le droit de te reposer encore des questions. Non, 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 ce n'est que
une histoire d'échange. Donc, par exemple, maître, il peut aujourd'hui, il a toute la possibilité, s'il ne veut pas demander l'asile auprès de l'autorité marocaine, il peut aller dans une ambassade d'un pays étranger, pas africain, mais d'un pays étranger, américain, ou bien d'un pays étranger européen, ou bien d'un pays étranger asiatique. Il part là-bas, il dit, je demande l'asile, la protection. Donc, quand il va partir là-bas, ils vont lui dire, mais pourquoi tu demandes l'asile? Il va dire, ah, je ne sais pas, mais voici un problème qui s'est passé. L'autorité de mon pays me menace. Oui, les gens de mon pays veulent à ma peau. Ils veulent prendre des gens pour me faire la peau. Donc, ma sécurité n'est pas garantie. Peut-être, étant chez moi la nuit, ils vont venir m'abattre. Ils vont même peut-être utiliser les petits Marocains pour m'abattre. Et même, ils collaborent avec l'autorité marocaine pour pouvoir m'extrader en Côte d'Ivoire. Et je sais que si je pars en Côte d'Ivoire, je connais déjà la suite. Soit c'est la mort, ou soit c'est la prison. Alors, pour éviter cela, je demande asile dans telle ambassade. Vous pouvez aller, il peut aller même, maître, il peut aller demander l'asile auprès de l'ambassade, dans l'ambassade de l'Amérique, ambassade de la France, ambassade de la Belgique, ambassade de l'Angleterre, ambassade de l'Allemagne, n'importe quelle ambassade qui puisse exister là-bas, ou bien du Canada, ou bien de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Ils vont t'accorder l'asile avec tout ce qui se passe, ta vidéo que tu as fait, les appels téléphoniques que tu as reçus, et les preuves, oui, que Ouattara il t'a menacé, Soro Guillaume a appelé. Il y a aussi des témoins sur place. Avec ça, ils vont te donner. Et donc, si tu demandes l'asile auprès d'une ambassade d'un pays étranger, et que si jamais Ouattara ou bien les collaborateurs de la Côte d'Ivoire coopèrent avec l'État marocain pour pouvoir t'extrader, l'ambassade, là où tu as demandé l'asile, va s'imposer pour dire vous n'allez pas l'extrader. Voilà comment ça se passe. Parce que dès lors que tu vas demander l'asile, cette ambassade va te donner un avocat. Donc, dès lors que l'État ivoirien appelle l'autorité marocaine de t'attraper, de te mettre en garde à vue pour qu'eux ils puissent envoyer un avion spécial pour t'extrader, l'avocat, une fois au courant, ou bien cette avocate, une fois au courant, elle va s'opposer. Parce qu'elle n'est pas seule. C'est une autorité, tu as demandé l'asile dans une ambassade. Donc cette ambassade maintenant prend l'engagement pour dire, ce jeune nous a demandé une protection et on ne peut pas rester là pour que vous extradiez ce jeune. Alors si l'État marocain viole les règles et que quelque chose de grave t'arrive, l'État marocain doit payer les conséquences. Voilà comment les choses se passent. Voilà comment... Donc maître, il ne faut pas rester là pour dire, je vais... Non, il ne faut pas te rendre. Parce que le groupe dans lequel tu es rentré, ce n'est pas histoire de dire tu es baboïste ou bien tu as défendu les filles. C'est parce que tu fais partie de la Jossi Gang, raison pour laquelle ils veulent tant à ta peau. Et fais très attention. Fais très attention, tu es dans un groupe de gang qu'ils appellent la Jossi Gang. Toi, tu peux ne pas insulter Ouattara. Tu peux ne pas insulter Soro Guillaume. Tu peux ne pas insulter Ouattara. Tu peux ne pas insulter l'ambassadeur. Mais pourquoi ils veulent à ta peau? Parce que les membres de la Jossi Gang qui résident ici en Europe, ils n'ont pas froid aux yeux face au gouvernement ivoirien. Donc, eux, quand ils tapent fort le gouvernement ivoirien, et que le gouvernement ivoirien se voit manquer de respect vis-à-vis de ce groupe de gangs appelé la Jossi Gang, mais eux, leur colère, ils vont mettre ça sur toi. Ils vont mettre leur colère sur toi parce qu'ils vont dire, ouais, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. C'est parce qu'il n'a pas pu conseiller bien ces éléments, raison pour laquelle ils ont ces propos incendiaires. Trucs incendiaires, oui. Oui. Des paroles, des langagiers, violentes. Donc, tout de suite, ils vont mettre leur colère sur toi. Même si tu as fait quelque chose, tu n'as rien fait. Il peut même monter un coup et t'accuser pour dire c'est toi qui es à la base de ce coup. Tout simplement parce qu'ils veulent t'attraper. Sache une chose, monsieur maître, quand tu veux
quelqu'un, quand il veut atteindre un objectif, tous les moyens sont bons pour y arriver. Alors, pour faire un coup, ou bien attaquer l'ambassade, ils peuvent même commanditer des gens pour aller attaquer l'ambassade. Ils vont dire, oui, maître, monsieur Yakou Sissé, je ne sais pas si c'est Abou Sissé ou bien Yakou. C'est Yakou. Peut-être mon titre, j'ai fait une erreur, j'ai mis Abou Sissé. Mais il paraît que c'est Yakou Sissé. Si c'est maintenant, je me suis rappelé, je vais rectifier le nom. Ils vont dire, Yakou Sissé nous avait dit, il nous avait averti que oui, maître et ses éléments voulaient prendre d'assaut l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Dès lors, ils ont une preuve fiable. Ils vont te convoquer chez l'autorité marocaine. Ils vont dire, oui, les preuves sont là. Voilà, on vous avait prévenu que ce monsieur, il voulait casser l'ambassade. Et voilà, effectivement, il a cassé l'ambassade. On veut son extradition immédiate, sans condition. Eux aussi, ils vont te prendre pour t'envoyer. Mais si tu demandes l'asile, là-bas maintenant, auprès d'une ambassade, ils ne peuvent pas faire leur manigance pour pouvoir t'extrader. Non, tu seras protégé. Quand tu es trop traqué, tu pars dans cette ambassade, là où tu vas demander l'asile. L'ambassade va te protéger. Et idem pour tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriens qui vivent là-bas, et tous les Africains qui vivent là-bas. Les filles qui ont été tabassées, humiliées, si réellement elles veulent voyager, c'est le moment. C'est le moment de demander un visa pour dire elles veulent se faire soigner et elles ne veulent plus rester sur le territoire marocain et surtout sur le territoire ivoirien parce que ces jeunes qui les ont tabassés, c'est un groupe voilà, bien organisé qui a des branches ou bien des racines depuis la Côte d'Ivoire, le Maroc et partout en Afrique. Donc leur vie est en danger. Donc pour cela, elles veulent quitter le Maroc. Et avec ces vidéos à l'appui, automatiquement, on leur donne le visa et quittent le Maroc. Donc les filles, vous êtes venues au Maroc dans quel but? Voilà une bonne chance pour pouvoir prendre la route de l'Europe sans prendre de l'eau, sans monter dans un bateau, avec un avion paisible. Alors vous qui prétendez retourner en Côte d'Ivoire, tant pis pour vous. Mais plus tard vous allez regretter. Pourquoi on s'est retourné en Côte d'Ivoire? Parce que vous allez dépenser votre argent dans l'histoire d'un locodrome. Dans de bière. Bière va finir votre argent. Allez-y. Ça, c'est une bonne occasion. Dans quel domaine on peut demander l'asile? Je vais vous situer un peu les différents trucs, côtés où on peut demander l'asile. Tu peux demander l'asile, par exemple, si tu es une femme, une jeune fille, et que tes parents veulent t'exciser, et que tu ne veux pas, tu fuis le pays pour cela. Tu viens au Maroc, les filles du le nord, ou bien à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les Guérés, les Ouais, là-bas, là, les Yakouba, voilà, eux, ils aiment bien exciser les enfants. Donc, quand vous quittez là-bas, vous fuyez, vous venez au Maroc, vous pouvez aller directement auprès d'une ambassade, oui, d'un pays étranger pour demander l'asile, pour dire, nos parents voulaient nous exciser, et pour cela, on a fui. Donc, c'est le pays qui est un peu éloigné de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle nous avons fui pour venir ici, pour que vous puissiez nous protéger un peu. Donc, cette ambassade ne va pas vous rejeter. On peut demander asile dans une ambassade. S'il y a un truc de l'ONU, vous partez aussi là-bas pour demander l'asile. Ou bien l'État dans lequel même vous êtes venu, vous pouvez demander l'asile auprès de cette autorité, là où vous résidez, automatiquement, sans souci. Donc ça dépend. Est-ce que tu veux aller demander l'asile dans une ambassade? Est-ce que le pays où tu résides, tu veux demander l'asile auprès de ce pays? Ou bien est-ce que tu veux demander l'asile au sein de l'ONU? S'il y a un mouvement de l'ONU dans le pays où tu vis, vous pouvez rentrer là-bas et demander l'asile là-bas, au sein de l'ONU. Donc voilà. Donc si on veut t'exciser et que tu as fui, tu peux venir demander l'asile. Mais ils vont te vérifier. Ils vont prendre des médecins qui sont spécialisés dans ce domaine pour vérifier réellement si tu n'avais pas été excisé. Est-ce que la tradition de ton ethnie, est-ce que là-bas on excise les gens parce qu'il y a des enquêtes qui vont mener là-bas? Si réellement cela est avéré que dans ton pays, l'ethnie à laquelle tu appartiens, si on excise cette ethnie, excise les gens, alors tu as au moins 99% de chances d'avoir ton asile. Voilà. Aussi, le mariage forcé. Tu es une fille, on veut t'obliger à épouser un vieux de 60 ans avec une longue barbe, longue qui tombe sur ses genoux. Ma soeur, il faut fuir ce vieux parce que tu as ta propre dignité, tu as la liberté, tu peux faire ton propre choix. Alors, à toi de choisir l'homme qui te plaît. Faut pas, ils vont dire non,
c'est nous les parents, on connaît la vie que toi, donc on va choisir. Non, il faut choisir parce que dans ton foyer, c'est toi seul qui vas subir les conséquences. Si le monsieur est gentil, tant pis. S'il est mauvais, ce ne sont pas les parents qui vont recevoir les coups de fouet. Les coups de fouet, c'est toi, c'est ton corps qui va recevoir. Alors, choisis toi-même ton mec. Alors, si c'est le contraire et qu'on veut t'imposer un mec, les parents s'unissent, eux ils veulent t'imposer un mec, ma soeur, il faut fuir. Fuis immédiatement, pas au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, tu demandes l'asile de ce que je vous ai suggéré tout de suite. Et du coup, tu peux, mais il faut avoir la photo, il faut avoir une petite preuve hein, pour dire voilà, réellement on voulait t'imposer un monsieur, un vieux, et tu dois montrer le vieux, il est comment. Ah oui, ils vont voir la différence d'âge, ils vont dire mais vraiment c'est un crime, ce n'est pas bien, automatiquement ils vont te donner l'asile. Ou bien si c'est les femmes qui avaient déjà été excisées, si elles ont leurs enfants, bébé, une fille, tu as un enfant fille, et que ton mari veut exciser ta fille, tu prends ta fille, ma soeur, tu fuis. Tu demandes l'asile au nom de ta fille, parce que toi-même tu avais été déjà excisé. Donc tu demandes, quand tu fuis, tu demandes l'asile au nom de ta fille, c'est-à-dire tu veux protéger ta fille. C'est à cause de ta fille que tu viens maintenant pour demander l'asile. Donc c'est la protection de ta fille. Ils vont te donner des documents pour ta fille et pour toi-même. Parce que tu es la mère de ta fille. Si tu n'es pas là, la fille va faire comment? Donc ils sont obligés de te donner des documents et des documents à ta propre fille. Voilà comment les gens ils font. On peut aussi demander l'asile du côté religieux. C'est-à-dire, tu es dans une famille musulmane ou bien tu es dans une famille chrétienne. Toi, en tant qu'un membre d'une famille musulmane, tu décides d'être chrétien. Pour cela, ta famille veut à ta peau. Ou bien tu décides de ne pas aller à la mosquée ou bien à l'église. On te dit oui, tu es mécréant. Pour cela, ta famille veut ta peau. Pour ça, mon frère, tu peux fuir. Ma soeur aussi, tu peux fuir. Tu demandes l'asile. Ça, l'ONU reconnaît ça. C'est une loi qui avait été votée ici en Europe pour que ces lois-là soient reconnues sur le plan international. Et tous les pays africains sont membres aussi de l'ONU. Donc là où un pays africain est membre de l'ONU, ce pays africain est chargé de reconnaître les droits internationaux de l'ONU. Raison pour laquelle vous devez aller là-bas. Donc tu cours, tu pars demander l'asile, tu dis ma famille veut à ma peau. Tu es un chrétien, tu choisis d'être musulman, pour cela ta famille veut à ta peau. Pour ça, tu demandes l'asile. Mais il faut prouver que ta famille est bel et bien musulmane ou bien est bel et bien chrétienne. Avec ça, tu peux obtenir l'asile. Voilà les choses. Voilà les choses. Comment tu peux faire pour obtenir les documents. Vous comprenez? Maintenant, je vais m'adresser à Johnny Pacheco. Parce que j'ai toujours vu sur les réseaux sociaux, il pleure pour un passeport. Il dit qu'il veut son passeport. À cause de son passeport, il ne peut pas voyager. Pour voyager, il est obligé de monter dans sa propre voiture personnelle pour parcourir des milliers de kilomètres, quitter en Finlande, traverser la Suède, traverser le Danemark et traverser maintenant l'Allemagne. Ah oui, avant de venir, par exemple, aux Pays-Bas et du Pays-Bas, voilà, avant de venir aux Pays-Bas pour des manifestations. Souvent, il traverse le Pays-Bas, il traverse la Belgique. Ou soit, depuis l'Allemagne, il sort directement en France et il part en France. C'est fatigant. Ça fait des jours de trucs de conduite, voilà, sur la route. Et ça l'épuise. Alors, mon frère Johnny, tu sais, toi-même, tu vis en Finlande. Si Ouattara ne veut pas te donner ton passeport, il faut le laisser, histoire du passeport. Tu as fait combien d'années en Finlande? Tu as fait combien d'années en Finlande? Tu as bel et bien eu des enfants avec, soi-disant, une Finlandaise. Je ne sais pas si elle est finlandaise réellement ou bien si elle est d'une autre nationalité étrangère. Mais s'il est avéré qu'elle est réellement finlandaise, mon frère, passeport que Ouattara a bloqué à l'ambassade, laisse-le, il n'a qu'à manger ça. Il faut laisser passeport là. Cherche tout simplement si tu as une pièce d'identité ivoirienne qui prouve réellement ta vraie identité, que tu es un Ivoirien. Ou bien, si tu n'as pas une pièce d'identité, cherche la pièce d'identité de ta mère. Ou,
oui, de l'un de tes parents qui est réellement reconnu, qui porte le même nom que toi, cherche sa pièce d'identité, et ou bien acte de naissance voilà, pièce d'identité de l'un de tes parents, ou bien des deux parents, tu fournis leur pièce d'identité, plus sur toi une identité, certificat de nationalité, ou bien attestation d'identité, ou bien carte d'identité, tu prends l'une de tes pièces pour appuyer là-dessus, pour argumenter que si c'est acte de naissance de ta mère que tu as reçu, ou bien acte de naissance de ton père, les deux, maintenant tu ajoutes ta propre pièce pour qu'on compare les deux noms, qui est le nom qui se trouve sur ton attestation d'identité, ou bien ta pièce d'identité, ou bien ta carte, ton certificat de nationalité, tu ajoutes ça, ils vont vérifier, ils vont voir réellement ses parents sont ivoiriens. Donc il est avéré que lui-même il est ivoirien. Alors dès lors qu'ils reconnaissent que tu es ivoirien, dès lors qu'ils savent que en dehors de ton passeport, tu as une autre identité, une pièce d'identité, sans compter ta carte de séjour qu'ils t'ont donné, qui te permet de résider sur le territoire finlandais, alors du coup tu fais une demande de nationalité. Ou bien tu prends le passeport de l'ONU. Prends un passeport de l'ONU. Si votre ne veut pas te donner un passeport ivoirien, prends-moi un passeport de l'ONU. Ça te permettra de voyager tranquillement, même dans les avions. Alors pourquoi tu perds ton temps? Il ne veut pas te donner, il a bloqué. Laisse-le. Prends un passeport de l'ONU ou bien prends une nationalité finlandaise. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas ivoirien. Ah oui, cela ne veut pas dire que tu n'es pas ivoirien. Je ne sais pas leur loi. Peut-être si tu prends une nationalité finlandaise, ils ne veulent pas binationalité. Peut-être ils vont dire, bon, on ne veut pas deux nationalités. Toi, soit tu choisis d'être ivoirien ou finlandais. Mais en Côte d'Ivoire, et tous les Ivoiriens savent que M. Johnny Pakeko est un Ivoirien. Alors, c'est parce que tu as eu un problème, raison pour laquelle tu as changé d'origine, tu as changé de nationalité. Donc, prendre une nationalité finlandaise, c'est pas de régner ta patrie, c'est pas de régner ton pays. Toujours tu demeures ivoirien dans ton sang. Et dans les têtes de tous les autres Ivoiriens, ils savent bel et bien que Johnny Pakeko est un Ivoirien. Donc je ne vois pas le mal qui est là. Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Laisse passeport à Ouattara. Prends une nationalité. Prends une nationalité finlandaise ou prends un passeport de l'ONU. Tu vas voyager, ça te permettra de voyager paisiblement, sans souci. Moi, je demande l'asile parce que j'ai faim. Je ne travaille pas. Il n'y a pas en Côte d'Ivoire. Mireille a... Non, tu dis ça seulement, ils vont te refouler, ils ne vont même pas te donner l'asile. Quiconque demande l'asile en disant que c'est parce que en son pays, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de boulot et qu'il a fait, il est venu chercher de l'argent pour pouvoir nourrir sa famille, ils ne vont pas lui donner l'asile. Parce que l'ONU ne reconnaît pas cette loi pour dire c'est parce que tu as fait, tu dois venir demander l'asile. Non, ils ne reconnaissent pas ça. Dès lors que tu en vas sur ces arguments, non, tu es barré. Ils ne vont même pas te donner l'asile. Ils vont te dire non, ici, là, il n'y a pas d'argent. Qui t'a dit ici aussi qu'il n'y a pas de gens qui ont fait? Qui t'a dit il n'y a pas de chômeurs? Donc, si c'est pour cela que tu es venu, il faut te retourner. Ils vont te rapatrier immédiatement. Donc, ne faites pas ces erreurs pour dire c'est parce qu'on a fait, on ne travaille pas, qu'on veut demander asile. Non, ne faites pas ça. Ces propos, éloignez ça de vous. Tu veux demander asile, il ne faut jamais dire c'est parce que tu as faim. Tu ne manges pas, tu ne travailles pas dans ton pays. Donc tu es venu chercher du boulot ou bien de l'argent pour apporter ça à ta famille. Tu dis ça seulement, tu es barré. Ah oui. Et tes premières paroles que tu vas déclarer là-bas, elles vont te suivre partout où tu vas passer, ici en Europe. Parce que tes déclarations sont automatiquement enregistrées en même temps, au même titre que ton identité. Dès lors que tu mets tes empreintes, on voit ton nom, on sait quelle déclaration que tu avais fait au premier truc, à ta première séance avec l'autorité, là où tu as demandé l'asile. Donc, si tu veux encore trafiquer pour mentir, ils savent que tu mens. Ils savent que tu mens. Donc, ne faites pas des déclarations bidons qui vont vous nuire partout où vous allez passer, ici en Europe. S'il vous plaît, de grâce. MJO Douane, mon frère, je sais que tu es fâché, mais désolé. Mireille et Kaza, si tu es en Europe et tu dis cela, tu dois être automatiquement rapatrié dans ton pays. L'Europe n'a pas la solution pour les immigrants économiques.
Voilà, petit marteau casse gros caillou. Merci mon frère de m'avoir soutenu dans ces propos. Donc vous voyez, voilà, il ne faut jamais, jamais, jamais dans la vie venir en exil en demandant asile pour dire c'est parce que j'ai fait, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot dans mon pays, je suis venu. Non, ils vont te refouler. Ils vont même pas t'accepter, ils t'attrapent au même moment. Mais note, le premier avion qui vient, tu es dans ton pays, tu vas te retourner dans ton pays. Ou bien s'ils sont trop gentils, ils vont te dire sors, tu sors, tu dégages. Ils vont te dire quitte notre territoire. Donc dès lors qu'on te dit hors de quitter le territoire, tu ne peux plus aller dans un autre pays pour demander asile parce que ta première déclaration va te suivre partout. Dès lors qu'on tape, tu mets tes empreintes, ils vont voir l'autre pays, même là où tu vas passer, ils vont voir là. Ils vont dire non, tu avais fait une telle déclaration, désolé, on ne peut pas te donner les documents. Tu te retrouves dans les rues. Tu dors sous la belle étoile. La neige descend sur toi. S'il fait aussi chaud, chaleur te chicote. Nourriture, tu ne gagnes plus. Tu es obligé de mendier, demander 100 francs, 1 euro et les choses comme ça. Et tu souffres. Ne faites jamais ça, cette erreur. Ne faites jamais cette erreur. Maintenant, si on te met à la grande porte, est-ce que tu as la possibilité? Si tu es un mec, tu peux chercher femme. Si tu es une femme, tu peux t'accrocher à un mec. Pourquoi pas? Les filles, vous avez beaucoup de chance. Douaou ici en Europe, quand il vient que ces trucs, quand tu t'accroches à un homme, voilà, qui est bien, qui peut réellement t'aider dans ta vie, tu t'accroches à lui et puis c'est fini. Il suffit de prendre une grossesse et puis voilà, ton devendu coup est clair. Si tu prends la grossesse, il faudrait qu'il reconnaisse ta grossesse. Si tu as pris et qu'il a reconnu, non, c'est propre. À cause de ta grossesse, si même le monsieur il ne veut plus être avec toi, mais une fois qu'il reconnaît la grossesse, l'autorité de ce pays va te prendre en charge à cause de ta grossesse, ils vont te donner un logement. Voilà, donc tout est clair. Tout est clair. Donc les filles, voilà. Au début, il ne faut pas te jouer les go, voilà, puissantes. Non, est-ce qu'on se ressemble? Non, il ne faut pas faire ça. Tu viens dans les débuts, il faut chercher tes documents. Une fois tes documents obtenus, tu peux faire ta vie. Si tu n'aimais pas le mec, tu peux le laisser. Hein. Voilà, et puis refaire ta vie. Donc voilà, un simple truc, une petite solution pour les filles. Les mecs aussi, accrochez-vous aux filles. Voilà, c'est la même chose. Donc vice versa. Va droit au but. Amara Kone. Donc c'est ce que je tenais à dire. Maintenant, ce monsieur qui est au Maroc, je ne sais pas si c'est Yakou Sissé là. Yakou Sissé. Mon frère, s'il te plaît, je ne sais pas si tu es ivoirien ou bien tu n'es pas ivoirien. Mais une chose est sûre, tu t'attends bel et bien avec l'autorité ivoirienne. Il paraît que même tu as des liens très forts avec l'autorité ivoirienne. Donc, c'est ce qui te permet de faire n'importe quoi pour pouvoir envoyer tes amis dans le foutoir, dans un dépotoir de déchets. Mon frère, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quand tu es dans la vie, fais des actes pour qu'on puisse t'aimer. Maître que tu poursuis et que tu veux créer tous les problèmes auprès de Ouattara et auprès de M. Soro Guillaume. En faisant quoi? En mentant. Ce qu'il n'a pas dit, tu les appelles pour leur dire qu'il a dit comme ça, il a dit comme ça. Mon frère, il faut arrêter ça. Tu es un humain. Si on le met en prison, tu seras heureux. Tu vas devenir milliardaire. Ou bien c'est là tu vas devenir immortel dans ta vie. Ou bien si on le tue, tu seras heureux, satisfait dans ta vie. Mon frère, ce jeune qui est au Maroc, c'est pas parce qu'il fait partie de la Jossi Gang. Et que toi, monsieur Yakou, tu es contre les membres de la Jossi Gang. Moi, je ne suis pas un membre de la Jossi Gang, mais je parle en tant qu'un Ivoirien. Jossi Gango, pas Jossi Gango. RDO, pas RDO. FPI, pas FPI. PDCI, pas PDCI. Dès lors que tu es Ivoirien, je te considère et je me bats pour toi. Donc, monsieur Yakou, il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Il ne faut pas faire de l'idiotie ou bien de l'hypocrisie à cause de l'argent. Il faut travailler. Ou bien tes 10 doigts sont coupés. Travaille. Ou bien, voilà, c'est comme ça tu es. Mettre des gens en confrontation, créer des ennuis pour qu'on puisse te donner de l'argent. Tu es devenu leur service secret au Maroc. C'est toi maintenant qui es devenu la CIA de Ouattara. Tu es devenu maintenant
un agent sûr de M. Guillaume Soro ou bien de M. Ouattara. Donc c'est toi qui es maintenant leurs oreilles pour les informer depuis le Maroc vers la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça, M. Yakou. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tes amis que tu as qui gouvernent la Côte d'Ivoire, ok, on n'en dit qu'on ne vient pas. Nous, on se bat, on dénonce certaines choses pour qu'ils puissent se redresser, pour bien gérer tous les Ivoiriens. Mais toi, ton combat, c'est-à-dire, tu mènes un combat pour que ceux-là ils puissent tuer des Ivoiriens. Arrête-moi ça. Quel est le but de ton combat? Tuer ton propre peuple, c'est ça le but de ton combat. Mais je doute fort, peut-être ce monsieur Yakou, il était un ancien rebelle. Parce que ton comportement détermine que tu étais un ancien rebelle. Tu as été un ancien rebelle, raison pour laquelle tu as un comportement belliqueux, un comportement dérisoire. Un comportement ignoble. Arrête-moi ça, monsieur Yakou. Appelez Ouattara pour mentir sur le jeune. Même si il est avéré que d'autres membres de la Jossi Gang, ils tiennent des propos très violents. Ils ont une langagère violente envers l'État ivoirien, mais ce monsieur maître qui est au Maroc, il n'a jamais tenu un propos violent à l'égard du gouvernement ivoirien. Il n'a jamais menacé qui que ce soit. C'est pas maître, il n'est pas Johnny. Maître, il n'est pas décès animé. Maître, il n'est pas fille Gbagbo. Maître, il n'est pas Vivi l'amour. Maître, il n'est pas tous ceux que vous pouvez connaître qui sont sur les réseaux sociaux, qui tiennent des paroles violentes vis-à-vis du président Ouattara et son équipe, parce qu'ils ont mal au fond de leur cœur. C'est pas ce monsieur qui a tenu ce genre de propos. C'est pas parce qu'il appartient à ce groupe que non, forcément vous allez lui faire la peau. On est venu au monde 1-1. On va partir 1-1. C'est pas parce que d'autres soutiennent Ouattara et qui sont RDR, vous allez dire, bon, tous ceux qui soutiennent Ouattara, ils sont des assassins. Jamais. Tous les membres du RDR, les militants et les partisans du RDR, ils ne sont pas des assassins, eux tous. Il y a eu quelques éléments qui ont tué. Eux tous, ils ne sont pas des assassins. Tous les militants de Laurent Gbagbo, les militants de Gbagbo et les partisans de Laurent Gbagbo, ils ne sont pas tous des criminels. Il y a eu certainement des individus qui ont tué, mais eux tous, ils n'ont pas tué. C'est un choix politique qu'ils ont fait. Ils ont choisi de suivre Gbagbo, ils ont choisi de suivre Ouattara, d'autres ont choisi de suivre Blé Goudé, d'autres ont choisi de suivre Soro Guillaume. Eux tous, ils ne sont pas des criminels. Alors, ne mélangez pas un choix d'appartenance d'un mouvement de société ou bien d'un mouvement politique pour justifier que non, cela est égal à un bandit ou bien un criminel ou bien un terroriste. Pour cela, je suis contre. Donc, monsieur Yakou, si tu as un problème avec la Jossi Gang, je te demande de grâce, il faut t'adresser paisiblement ou bien violemment à ceux qui insultent Ouattara. Parce que ce jeune, il n'a jamais fait une vidéo où il a tenu des propos incendiaires vis-à-vis du gouvernement Ouattara. Donc arrête de mentir. Le tuer, ça va te donner quoi? C'est ça qui va te rendre milliardaire. C'est ça qui va te permettre de bâtir l'Afrique. C'est ça qui va te permettre de construire la Côte d'Ivoire. On veut l'évolution de notre pays. On ne veut pas la mort des gens, des Ivoiriens. Donc ce monsieur, quand il a fait son appel, il n'a pas dit FPI, il faut sortir. Il n'a pas dit pro-Gbagbo, il faut sortir. Il se bat pour tous les Ivoiriens résidents au Maroc. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, pro-Gbagbo, pro-Alassane, pro-Blé Goudé, pro-Soro, pro-UDPCI, pro-UNG, pro-MPC, je ne sais pas, tous les mouvements politiques, pro-COGEP, il a dit Ivoiriens, Ivoiriennes, sortons. Là, il n'a pas disqualifié quelqu'un. Il n'a pas dit les sudistes n'ont qu'à sortir, les gens de l'Ouest n'ont qu'à sortir, et les gens du Nord n'ont qu'à rester dans leur coin. Non, il n'a pas aussi dit les gens du Nord n'ont qu'à sortir, et les gens de l'Ouest n'ont qu'à rester dans leur coin. Il dit tout le monde n'a qu'à sortir, parce que c'est la vie de tous les Ivoiriens qui est menacée. Ou bien toi, Yakou, c'est parce que tu es bien placé, que tu es là mentir à longueur de journée pour créer des problèmes à ceux qui mènent un combat noble pour le bien-être de leurs ressuscitants vivants au Maroc. Il faut arrêter ça, monsieur Yakou Cissé.
Cela va te donner quoi? Tu n'es pas immortel, mon frère. Sache que de la manière tu règnes, ton règne va finir. On a vu le roi rouge de l'Empire du Mali, Massa Oulé, Kakou Moussa, Sundiata Keïta, Soumaguru Kanté, ils ont régné. Leur règne ont pris fin. Toi aussi, il ne faut pas oublier que de la manière tu penses que tu as des liens amicaux, tu vas rester toujours là régner. Ces liens vont prendre fin un jour. Sache que Ouattara n'est pas éternel. Sache que ton Ouattao n'est pas éternel. Sache que Soro Guillaume n'est pas aussi lui aussi éternel. Eux aussi, ils vont s'affaiblir. On peut régner un moment. Régner sur tout. Et un moment, le règne prend fin. Ce que tu fais, il faut arrêter ça. Parce que si tu manigances dans l'obscurité et que quelque chose arrive à ce jeune, tôt ou tard, un jour, tu vas le payer aussi, toi aussi. Parce que tous les Ivoiriens savent que qui est en bas de ça, qui est là manigancer ces choses-là, c'est monsieur Yakou Sissé. C'est monsieur Yakou Sissé. Donc, si quelque chose arrive à ce jeune, on sait déjà le coupable. C'est toi. Tu seras tenu pour le premier responsable de la mort de monsieur Maître, ou bien de l'extradition de monsieur Maître. On saura que c'est toi, monsieur Yakou Sissé. Jour, tes amis avec qui tu coopères, ils ne seront pas là, tu vas le payer. Tu vas payer. Parce qu'il paraît que tu t'en fous des... Il paraît que tu t'en fous des Ivoiriens qui vivent au Maroc. Les gens, ils militent pour leur cause et toi, tu veux détruire cette manifestation. Quelles sont ces manières? Les gens, ils s'organisent pour avoir gain de cause. Ils n'ont pas dit qu'ils vont déstabiliser l'ambassadeur. Ils n'ont pas dit l'ambassadeur n'a qu'à être radié ou bien destitué. Ils n'ont pas dit qu'ils vont casser l'ambassade. Ils n'ont pas dit qu'ils vont mettre feu dans l'ambassade. Tout simplement, ils veulent une explication de la part de l'ambassadeur et son équipe. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'occupent pas d'eux? Pourquoi est-ce que quand les Ivoiriens ont un problème, ils refusent de recevoir les Ivoiriens? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas donner ne serait-ce qu'un petit papier aux Ivoiriens pour pouvoir bien se balader au Maroc? On veut demander l'ambassadeur et son équipe, on veut leur demander quelque chose. Et c'est toi qui es là, tu t'interposes. Tu es devenu une force d'interposition entre l'ambassade et les Ivoiriens vivant au Maroc. Tu es un démon, monsieur Yakou Sissé. Tu n'es pas bien. Avec ces genres de personnes, l'Afrique ne va pas évoluer. Avec ces genres d'individus, l'Afrique ne va pas évoluer. Tu es corrompu, tu es mauvais. Et c'est ceux-là, ces genres de personnes qui veulent gouverner l'Afrique. Ces genres de personnes qui veulent être des leaders. On veut des personnes cohérentes. Des personnes capables de se soucier de la vie de leurs concitoyens. Des citoyens que nous sommes. On ne veut pas des malfrats qui pensent seulement à leur poche, qui s'en foutent des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Un petit marteau casse gros caillou. Oui, tu peux montrer ça, ça va prouver ton identité. Plus, si tu as des preuves, je ne sais pas quel sujet tu vas utiliser pour demander ton asile, mais le sujet que tu vas utiliser, il faudrait que tu aies des preuves. Mais n'oublie pas tes premières déclarations quand tu as été à la Questura, je ne sais pas dans quelle Questura voilà, d'une ville italienne, parce que voilà, Questura, ça veut dire le commissariat. En Italie, on dit Questura. Donc, je ne sais pas d'où tu es allé, ou bien où tu es parti réellement pour faire tes premières déclarations. Donc, tes premières déclarations, quand tu vas faire l'interview, c'est ça que tu dois développer. Et en développant ça, il faudrait que tu aies des petites preuves pour leur montrer, plus sur ton passeport pour dire réellement tu es un Ivoirien. Parce que si tu n'as pas d'identité réelle, c'est dur. D'autres vous conseilleront de ne pas envoyer un papier. Non. Envoyer des papiers, ça facilite la tâche de reconnaître vos identités et même faciliter d'avoir aussi des documents, plus quelques preuves à l'appui. Ça va vous aider beaucoup. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire. J'ai des preuves écrites.
Oui, il n'y a pas de souci. Mais les preuves écrites, ils vont analyser. Est-ce que ça ne date pas de nouvelles preuves? Est-ce que ce n'est pas toi-même qui as écrit? Parce qu'ils ont des machines pour détecter quelle date, à quelle date voilà, ces écritures ont eu lieu et tout. Voilà, ils vont détecter. Est-ce que ce sont les écritures anciennes? Voilà, ils vont voir tout. Donc, si tu as des preuves écrites, il n'y a pas de souci, tu peux leur donner. Et si tu as aussi des photos à l'appui ou des vidéos à l'appui, tu fournis tout. Et ça te permettra d'obtenir ce que tu veux, ton séjour. Une fois ton séjour obtenu, si tu veux résider en Italie, tu résides. Si tu veux quitter le territoire italien pour aller dans n'importe quel pays européen, tu y vas. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'était mes propos de ce soir. Je pense que j'en ai déjà terminé. Voilà. Et l'appel vis-à-vis du peuple ivoirien, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, dans mes propos, je ne prends pas position pour un parti politique ivoirien. Voilà, dans mes propos, je reste cohérent, je reste impartial et je reste juste. Je ne suis pas quelqu'un qui est déstabilisé ou bien, voilà, qui est partial. Non, je ne suis pas partial. Je n'ai pas un parti politique que j'ai fait un choix. Avant, oui, mais maintenant, j'ai pris conscience et j'aimerais que le peuple ivoirien prenne conscience. Nous ne pouvons pas rester là toujours, se battre, s'entretuer pour des leaders politiques qui sont d'ailleurs des vieux. On peut se battre pour des leaders politiques qui sont jeunes, mais pas des vieux. Pendant longtemps, les vieux nous ont toujours gouverné. Ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Et je dis bien, ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Je prends le cas de Feu Félix Houphouët-Boigny. Lui, quand il prenait la Côte d'Ivoire, il était encore un peu jeune. Il était encore un peu jeune. Raison pour laquelle il a réussi à construire quelques trucs, il a réussi à bâtir la Côte d'Ivoire. Jusqu'au moment où il était vieux, vous avez vu, il ne faisait plus rien. Quand il était vieux, c'est là la crise est arrivée en Côte d'Ivoire. C'est là Ouattara est venu pour lui porter main. Pour lui donner un coup de pouce. Donc les vieux, ils ne peuvent pas, ils ne maîtrisent pas les choses. Houphouët-Boigny, il a travaillé en Côte d'Ivoire, il a bâti la Côte d'Ivoire quand il était encore jeune. Mais regardez, au moment où il était déjà vieux, ça n'allait plus. Le pays était mélangé. Crise économique allait nous tuer. Les vieux, ils ne savent rien faire. Prenons l'exemple d'aujourd'hui. Tous les vieux qui gouvernent, qu'est-ce qu'ils nous apportent? C'est les guerres, la division. Ah oui, ils nous appellent l'injustice. On attend quoi des vieux? On se bat pour des vieux. Pendant ce temps, les vieux, ils ne se battent pas pour nous. Ils nous utilisent pour parvenir à leurs objectifs, à leur but. Mais nous, malheureusement, le nègre n'a pas encore compris. Malheureusement, le noir, il est toujours borné. Et il pense que militer pour un vieux, c'est un bon gain de trucs, cause qu'il va gagner, qu'il va obtenir. Et ceci va permettre à son pays d'avoir l'émergence évoluer. Jamais. Il n'y a que des jeunes qui puissent faire évoluer leur pays. Il n'y a que des jeunes qui puissent aider leur pays. Tous l'indépendance à leur pays. En Afrique, la majorité c'était des jeunes. La majorité c'était des jeunes. Ce n'était pas des vieux. Ah oui, oui. C'était des jeunes qui ont donné l'indépendance. Mais quand vous partez au Congo, RDC, Patrick Lumumba, il était jeune. Ah oui. Nelson Mandela, quand il faisait il était très jeune. Quand il militait, il avait la popularité. C'était un jeune, c'était pas un vieux. C'est en prison, il a vieilli. Quand il est sorti, il a fait quoi? Il a tout simplement, sa jeunesse l'a poussé de faire 27 ans de prison. Et quand il est sorti, ça a apaisé les cœurs. Au moment où il était jeune, qu'il a régné, qu'il a remué l'Afrique du Sud, qu'il a combattu l'apartheid. C'est des jeunes. Félix Houphouët-Boigny, quand il prenait au sommet de l'État ivoirien, il était jeune. Il n'était pas un vieux de 70 ans qui a pris le sommet de l'État ivoirien. Il n'avait pas 70 ans, mes frères. Houphouët-Boigny n'avait pas 70 ans quand il régnait au sommet de l'État ivoirien. Il connaissait son peuple. Il a bâti la Côte d'Ivoire. Muammar Kadhafi, il n'avait pas 60 ans, il n'avait pas 40 ans. Lorsqu'il prenait le sommet de l'État libyen, il avait 25 ans quand il a pris le sommet de l'État libyen. Raison pour laquelle il connaissait la Libye, il connaissait comment les Libyens vivaient.
Raison pour laquelle il est resté dans cette philosophie. Mais les vieux qui viennent, qui ne connaissent même pas le peuple, et qui viennent, qui veulent gouverner le peuple, mes frères, ils nous amènent dans la poubelle, tout simplement. Dans un foutoir. Ils nous envoient là-bas. Et on pense que c'est un bon combat, un combat noble. Malheureusement, on ne comprend pas. C'est pour cela que je demande à la jeunesse ivoirienne, quel que soit là où tu es, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta religion, mon frère et ma soeur, prenons conscience. Prenons conscience, nous, peuple ivoirien, nous, jeunesse ivoirienne, on doit se battre. Si on compte sur les vieux ne pourront rien apporter à notre pays. Au contraire, ils vont vendre nos pays. Ils vont vendre tout. Et nous, on va sortir zéro. Ils sont au sommet, ils sont dans les coins, les postes sont stratégiques. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un ministre, lui seul, il a 3 postes. Et quand il va aller à la retraite, ils vont lui donner l'argent de premier ministre ou bien l'argent du siège ministériel, l'argent en tant qu'un député, ancien député, l'argent en tant qu'un ancien truc DG d'une grande société. On va lui donner ces 3 salaires. Mais ces 3 salaires, on pouvait prendre ces 2 salaires là-dedans pour partager ça aux gens. Et les salaires sont tellement élevés que ça appauvrit le peuple. Mais ils ne veulent pas accepter. Toujours, ils sont ministres, ils luttent pour des places à l'Assemblée nationale. Quand ils vont encore du Sénat, les mêmes là, ils seront des ministres, ils seront encore des députés et ils seront encore des scénaristes. Et la jeunesse encore va se battre. Oui, il est meilleur. Mais on est où là? Est-ce que nos cerveaux ont été embobinés? Pensons quand même, raisonnons quand même, ne sont pas des ignorants. On doit prendre de la hauteur, on doit prendre conscience. Les Européens ont pris conscience, raison pour laquelle l'Europe a été battue. L'Europe est aujourd'hui émergente. L'Afrique, on ne comprend pas, les Africains ne comprennent pas, raison pour laquelle l'Afrique est en arrière. Les vieux ne peuvent pas sauver l'Afrique. Les Maliens ont compris, aujourd'hui ils sont derrière un jeune. Ils sont derrière un jeune qui les mobilise. Si ce jeune il prend le Mali, vous allez voir, il va nettoyer le Mali. Ibeka qui est là au Mali, regardez, il est là vendre le Mali. Il est là vendre le Mali. Il ne peut même pas. Oh, il avait promis aux Maliens qu'il allait les sauver. Mais une fois au pouvoir, il vend le Mali. Il vend le Mali et il ne fait rien pour le peuple. Il ne crée même pas des emplois. C'est ça les vieux, comportement des vieux. Vieux est égal à comportement de vieux. Gouvernement de vieux. Tout est vieux. Quelque chose qui est déjà un truc vieil. Est-ce que ça peut encore faire quelque chose? Non. Il faut chercher des fraîchis. Est-ce que toi, tu es prêt à épouser une vieille femme qui a déjà les cheveux blancs? Elle va t'apporter quoi? Rien. Est-ce que toi, femme, tu es prêt à épouser un vieux qui a déjà les cheveux blancs, une barbe qui tombe sur ses orteils? Il va t'apporter quoi? Rien. Il ne peut même pas te satisfaire au lit. Il ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut prendre ce qui est frais. C'est ça qui peut faire quelque chose. Même le frais, si ça n'a rien, ça peut encore se battre. Mais ce qui est déjà vieux ou vieille, ça ne peut plus rien faire. Et quand ils sont vieux ou vieilles, ils gouvernent nos pays africains, ils ne peuvent rien nous apporter. Ils voient tout en vieillard, ou bien en vieillesse. Ce que la jeunesse voit, eux, ils ne voient pas. Ils ont autre pensée. Ils pensent que leur pensée est tellement bien, voilà. Ou bien leurs pensées sont tellement cohérentes. Donc, quand les jeunes parlent, ils ne veulent même pas écouter les jeunes. Il faut un jeune pour écouter les jeunes. Les vieux, là, eux, ils n'écoutent pas les jeunes. Hein. Ils écoutent plutôt les conseils des vieux. Et les vieux, vous connaissez. Vous connaissez. Un jeune va parler à un vieux, il ne veut même pas écouter le jeune. Lui, il regarde le vieux, son ami vieux. Oh, leurs pensées ne sont pas les vraies. Ils gouvernent pour aider la jeunesse. Donc, si la jeunesse se plaît, nous, on fait ça, mais écoutez, cette jeunesse, vous ne gouvernez pas pour vous, vous les vieux entre vous. Vous gouvernez pour aider la jeunesse. Donc, écoutez les pleurs des jeunes. Mais ils n'écoutent pas les pleurs des jeunes, ils écoutent plutôt les pleurs des vieux et leurs proches. C'est ça qui est misérable et malheureux. On doit aussi prendre de la hauteur. Quittons dans cette histoire, Ouattara, Gbagbo, Bédié. Non, si je suis Gbagboïste, je suis Ouattaraïste, je suis Bédiéiste. Histoire de Bédiéiste, Ouattaraïste, Gbagboïste, Soroïste, Blegoudéiste. Quittons dans ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Parce que j'ai compris. Avant, j'étais là-dedans. Mais maintenant, j'ai compris.
Gbagboïste, Soroïste, Blegoudéiste, Ouatraïste, Ouattaoïste, Fofieïste, qui tombent dans ces conneries, qui tombent là-dedans. On va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec ça? Depuis des années, on lutte pour ça. On a même milité. Ça nous a fait quoi? Ça nous a au contraire divisé. Et ces vieux, ils ne prennent pas de la hauteur. Ils raisonnent comme des vieilles personnes. Eux, ils s'en foutent de nous. Ils pensent qu'ils sont trop intelligents que la jeunesse. Quand un jeune les parle, ils ne veulent même pas écouter les jeunes. Oh, tu es né hier, là, tu vas faire quoi? Tais-toi. Quand les grandes personnes parlent, les petits se taisent. Les enfants, voilà ce qui passe dans leur tête. Mais ils ne veulent pas nous dire ça. Ou bien, parmi vous, cela n'a jamais arrivé quelqu'un. Toi, tu es jeune. Ton petit frère, quand tu dis, oh, tais-toi. Quand les grands parlent, les enfants doivent se taire. C'est comme ça aussi les vieux, là. Eux, dans leur tête, ils pensent aussi comme ça. Quand eux, ils pensent, et nous, on se plaint, ils disent, ah, les enfants, là, ils n'ont qu'à se taire, on va les gérer. Ce sont des enfants, ils n'ont qu'à se calmer. Ils pensent qu'ils sont intelligents que nous. Voilà ce qui se passe dans leur tête. Mais nous, on est aussi ignorants. On pense qu'ils pensent à nous. Jamais ils ne pensent pas à nous. Quand ils veulent atteindre des objectifs, comme ils sont vieux, ils ne peuvent rien faire, ils nous utilisent, ils nous mentent pour atteindre leurs objectifs. Voilà leur principe, leur âme fatale, leur âme de guerre, le mensonge, les promesses, c'est ça. Ils se cachent derrière le mensonge et les promesses pour parvenir à leur but. Voilà. Donc, c'est ce que je déplore. La jeunesse ivoirienne doit ouvrir gaillardement les yeux et nettoyer les oreilles pour comprendre. Sans les jeunes, si un jeune ne devient pas président en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne peut jamais évoluer. Non, la Côte d'Ivoire ne pourra plus avoir la chance de l'évolution. Un jeune doit prendre le pouvoir. Un jeune doit prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Quelle que soit son ethnie, moi cela ne me dit rien. Mais un jeune doit prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire pour redresser, pour que ce dernier aussi puisse écouter les jeunes. Parce qu'il est jeune, il va écouter les jeunes. Parce qu'il est jeune, il a fréquenté les jeunes. Parce qu'il est jeune, il sait de quoi les jeunes souffrent. Parce qu'il est jeune, il a des amis jeunes. Parce qu'il est jeune, il sait comment les Ivoiriens souffrent dans la rue. Quelle vie les Ivoiriens mènent. Il sait les conditions qu'il va réunir, sauver. Les vieux, ils ne fréquentent pas les jeunes. Qui souffrent, ils s'en foutent. Ils sont toujours climatiseurs. Ils s'en foutent. Ils n'ont même pas des conseillers jeunes. Ils prennent des vieilles personnes. Ce sont eux-mêmes. Ce sont elles, les vieilles personnes qui sont leurs conseillers. Et ces personnes qui sont leurs conseillers ne sont même pas encore, ne fréquentent même pas la jeunesse. Et vous voulez que le continent évolue. Ouditi Koudou, c'est ça, se promener avec Zasso. Mon frère, Zasso n'est pas un vieux. Zasso est un jeune comme moi. Donc, se balader avec Zasso Patrick, si ça t'énerve, je ne sais pas pourquoi ça t'énerve. Il est jeune. Il est de la promotion de Blegoudé. Il est de la promotion de Serge Kofi. C'est pas un vieux. Tu ne m'as pas encore vu me balader avec un vieux. Je me balade avec les jeunes, mes frères. Je me balade avec les jeunes. Donc, je ne me balade pas avec les vieux. Ici, dans ma vidéo, il faut comprendre. Je dis les jeunes. Je n'ai pas dit les vieux. Donc, Zasso n'est pas un vieux, mon frère. Donc, voilà. Il faut laisser ça. Zasso. Ou bien, comme je dis, les vieux, là, ça vous énerve. Mais je ne comprends pas les probabos, là, quoi. Quand on dit, cessez de lutter pour les vieux, vous vous fâchez. Ah! Sachez, Gbagbo, il n'est pas Dieu. Hein? Moi, je ne prie pas Gbagbo pour dormir. Ce n'est pas Gbagbo qui me nourrit, mes frères. Gbagbo, là, il ne me donne pas. Ce n'est pas lui qui paye ma facture de courant, ma facture d'eau. Ce n'est pas lui qui fait marcher pour moi. Ce n'est pas lui qui m'habille. Ce n'est pas lui qui paye ma connexion. Ce n'est pas lui qui me soigne quand je suis malade. Toi, qui es tant énervé à cause de Gbagbo, ne travaille pas. Ne travaille plus parce que Gbagbo il est en prison. Ne travaille plus parce que Gbagbo n'est pas président. Ne travaille plus dans ta vie. Attends Gbagbo, quand il va sortir de la prison, quand il va aller devenir président, tu vas travailler. Ne mange plus parce que Gbagbo n'est pas là. Il faut être un idiot
pour dire Gbagbo, on vous dit des choses, vous pensez que voilà, parce qu'ils ont dit des vieux, voilà, tu es fâché. Parce que Gbagbo, il est vieux. Mon frère, il faut... Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Voilà, dis-moi, Gbagbo, quand il était président, toi, tu as eu quel poste? Tu as fait quoi en Côte d'Ivoire quand il était président? Toi, tu as fait quoi? Dis-nous ce que tu as fait en Côte d'Ivoire, tu as sauvé, ou bien tu as chassé les impérialistes en Côte d'Ivoire. Quand il était président, il a fait 10 ans comme ça. 1 an, 2 ans. 1 an, ça fait 24 mois. Ça fait 12 mois plutôt. 1 an, ça fait 12 mois. Donc 12 fois 10, ça fait combien? 12 fois 10, ça fait combien? Ça fait combien? Il faut calculer ce que ça fait là. C'est le nombre de mois qu'il a gouverné le pays. Toi, tu as fait quoi? Il a changé quoi en Côte d'Ivoire? Et puis à cause de lui, on ne peut pas dormir. Gbagbo, on ne peut pas dormir. Il a fait quoi? Il n'a même pas pu protéger la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas pu protéger les Ivoiriens. Ils sont morts. Ou bien ils ne sont pas morts? Les Ivoiriens ne sont pas morts. Il a été capable, il a été à la hauteur pour protéger les Ivoiriens. Et vous allez nous embêter, Gbagbo. Il n'a rien foutu. Les blancs, mais vous pensez que combattre l'impérialisme, ça allait être comme ça, facile. Mais combattre un système, il y a toujours la douleur, il y a les pleurs. Il faut être à la hauteur pour déclencher cela. Il n'est pas à la hauteur et puis il nous fait croire qu'il était à la hauteur. Vous avez quel problème? On parle, on dit prenez conscience. Hein, les vieilles personnes, on ne pourra jamais évoluer. Gbagbo était vieux, il n'a rien pu faire en Côte d'Ivoire parce qu'il est vieux. Il a pensé à sa vieillesse. Regardez, Soro est jeune. Regardez comment il a blagué Gbagbo. Parce que Gbagbo est vieux. Soro étant jeune, il a manipulé Laurent Gbagbo. Gbagbo est tombé dans son pied. Les vieux, ils n'ont pas... mais vous savez, quand tu vieillis, ta pensée aussi vieillit. Ton cerveau vieillit. Prenez un vieux de 100 ans, de la manière il se comporte comme un bébé. Tu le blagues, il fait... C'est comme ça. Quand tu vieillis là, ton cerveau, tes pensées vieillissent aussi. Raison pour laquelle Soro a réussi à tabasser Laurent Gbagbo sur le plan diplomatique et dans la stratégie politique. Il a réussi parce que Gbagbo était déjà vieux. Il ne pouvait plus. Les idées de Soro étaient tellement élevées que pour Laurent Gbagbo. Il a blagué le vieux parce qu'il est vieux. Prenez exemple sur ça. Prenez exemple sur ça et essayez de voir. Donc vous pensez que les vieux ils peuvent apporter quelque chose? Les vieux ils peuvent apporter quelque chose. Il faut un jeune pour sauver l'Afrique et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on doit plutôt militer pour les jeunes et non pour les vieilles personnes. Les vieilles personnes ne pourront rien apporter à notre pays. Elles vont apporter quoi? Regardez le général Guéhi Robert. Comme il était âgé, il est venu, il n'a même pas pu maîtriser son pouvoir. Il raisonnait comme un vieux. À la force. Boum, il a perdu le pouvoir en 1 an. Il a géré 1 an seulement, il a perdu. Laurent Gbagbo aussi, il vient, il est vieux. Il pense que c'est avec la vieillesse on fait une lutte. Il pense que c'est avec la vieillesse. Il raisonnait comme un vieux. Il déclenche un système que lui-même il ne peut même pas maîtriser. Vous pensez qu'on lutte contre la France-Afrique comme ça, on se lève un bon matin. Mais il faut être un jeune, il faut t'entourer de la jeunesse pour pouvoir mener un combat. Vous pensez que les vieux qui entouraient Laurent Gbagbo, ils pouvaient mener un combat? Les vieux qui l'entouraient là, ces vieux-là pouvaient faire quoi? Ils ne pouvaient rien faire, raison pour laquelle il a chuté. Combattez encore, luttez pour les vieux. Vous n'avez rien compris. Les vieux ne peuvent rien faire. C'est parce que aux alentours de Gbagbo, c'était des vieux. Et ces vieux, ils n'écoutaient pas les jeunes. Raison pour laquelle ils ont conduit Gbagbo. Il a chuté. Il a chuté. Et c'est fini. Il a chuté, c'est fini. vous rigolez quoi, vous? Voyez Ouattara. Non seulement il y a des vieux, mais il a mis des jeunes à son entourage. Et ces jeunes-là,
ministre de la Défense. Regardez, c'est Ahmed Bakayoko qui est là-bas. Donc, ce sont des jeunes, ils sont là-bas dans des coins, dans des postes. Et puis, il cause Ouattara. C'est à cause de Ouattara, il tient toujours à son pouvoir. Laurent Gbagbo, il a nommé des vieux, conseillers aux vieux, trucs, des postes stratégiques, des vieux. Comment est-ce qu'ils pouvaient lutter? Et vous luttez encore à cause de ces vieux-là. Je suis désolé. Je suis désolé, mais les Ivoiriens doivent prendre conscience. Tant que les vieux gouverneront les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire sera toujours un pays niagami, un pays de désordre, un pays mélangé, un pays de haine, un pays de xénophobie. Ah oui, un pays de rébellion, un pays de coup d'État, un pays de déstabilisation. Tant que on suivra toujours les vieux, on ne pourra rien faire. Les Ivoiriens ne peuvent pas emmener leur pays là où le pays doit être. Ils ne pourront jamais. On peut confier ce pays à des vieux lorsque les jeunes vont finir de bâtir ce pays. Hein, quand ils vont finir d'arranger ce pays, là ils peuvent dire, bon, les vieux, vous pouvez gérer ça. Là le vieux, tout est prêt, il gère seulement. Mais si on confie ça aux vieux de bâtir, non. On ne pourra jamais. On ne pourra jamais. Donc prenez conscience, mes frères. Prenez conscience. Parce que si vous ne prenez pas conscience et que vous restez dans l'histoire de Gbagbo, Blé, truc, Gbagbo, Ouattara, Bédié, on pourra. Regardez, Bédié encore, il veut se représenter en 2020. Il veut se représenter. Et il y a des gens qui vont le suivre. Il est déjà vieux, il peut apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Il peut apporter quoi? Il peut apporter quoi? Rien. Mais il y a des gens qui vont le suivre. Quand il va venir encore là, il va raisonner comme vieux. Et peut-être il aura pas un coup d'État qui va l'enlever. Il aura, il y a des jeunes qui sont au PDCI, qui pouvaient bel et bien prendre les choses en main. Mais encore, il ne permet pas aux jeunes de saisir la chance. Il va gérer le pays, il ne va même pas penser à la jeunesse parce que lui-même il n'est pas jeune. Il va penser plutôt à sa promotion, à sa catégorie. Et c'est ça les hommes politiques. Vous qui êtes là, vous marchez avec quel genre de personnes? Mais quand vous marchez avec les gens de votre promotion. C'est quand les gens de vos promotions vous conseillent que vous écoutez. Soit là, toi, il faut avoir au moins 40 ans. Un enfant de 10 ans, il n'a qu'à te conseiller. Tu vas dire, tais-toi. Quand les grandes personnes sont là, les enfants ne parlent pas. Tu vas même le gifler. Parce qu'il a 10 ans, toi tu as 40 ans. Tu ne vas même pas l'écouter. Tu vas faire quoi? Tu ne vas même pas l'écouter. Parce qu'il a 10 ans, tu as 40 ans. Et c'est comme ça se passe au niveau politique. Eux, ils ont 70 ans, 80 ans, 60 ans. Quand les jeunes de 18 ans, 20 ans parlent, ils n'écoutent pas cette jeunesse, ou bien ces jeunes. Ils disent, oh, vous êtes des enfants. Quand les vieux sont là, les enfants doivent se taire. Parce que chez eux, nous, on n'est pas intelligents. Parce que chez eux, on doit se taire. Ce sont les vieilles personnes qui doivent contrôler le système. Et que ce que les vieilles personnes doivent dire, doivent décider, c'est ce que eux, ils doivent faire. Mais les jeunes, ce que les jeunes vont dire, ils ne vont pas écouter les jeunes. Raison pour laquelle nos hommes politiques, ils n'écoutent pas les jeunes. On dit, oh, il ne faut pas vendre ça aux Européens. Mais ils vendent. Parce qu'ils s'en foutent de nous. Ils vendent. Toi, un enfant, tu vas dire quoi, un vieux? Tu vas dire quoi, un vieux? Lui, il se dit dans sa tête, c'est lui qui doit te conseiller. Ce n'est pas à toi de le conseiller. Ce n'est pas à toi de lui donner des ordres. Comment il doit gérer son pays? Il est ton aîné. Donc, tais-toi. Quand lui, il prend une décision, toi, tu dois assumer. Tu dois reconnaître. Voilà leur ligne politique. Et nous, jeunesse, on n'a pas encore compris, on les suit dans leurs bêtises. Il faut prendre conscience. Oh, si c'est un jeune qui gère, s'il veut poser un acte et que ses amis et frères jeunes lui disent, ah mon frère, il faut arrêter, il va écouter. C'est sa promotion. C'est la jeunesse qui parle. Il va dire, je suis jeune, la jeunesse me parle, je vais écouter la jeunesse. Mais nos vieux, avant d'écouter la jeunesse, ils doivent d'abord les piétiner. C'est quand les jeunes sortent et puis ils s'envahissent partout. Quand ils savent que non, ils sont en danger, c'est là, bon, ils tiennent des petits discours pour nous mentir, pour apaiser les cœurs des jeunes. Toujours mentir. Parce qu'ils s'en foutent, ils n'ont rien à foutre avec nous. Donc, voici ce que je tenais à dire. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, tous les Africains et toutes les Africaines. C'est l'Afrique qui gagne. On ensemble. C'était mon coup de cœur de cet après-midi.
Ciao, ciao, je vous aime. C'est l'incontournable, guerre compris.